Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Camillo et moi, on va vous faire une petite présentation sur comment est-ce qu'on va pouvoir upgrader votre stack à la dernière version, qui actuellement est la 7.8. D'accord? On va vous expliquer un peu à travers cette présentation, on va vraiment vous expliquer un peu le début, conceptuellement comment est-ce que ça se fait. Je vais vous montrer une petite démonstration de comment est-ce qu'on éventuellement on peut le faire dans le cloud. Et ensuite, on vous expliquera, je vous montrerai aussi donc, tout ce qui est Upgrade Assistant. Donc, c'est l'assistant qui vous permet de mettre à jour votre, euh, mettre à jour votre cluster. Et puis ensuite, finalement, on finira la présentation avec Camillo qui nous parlera de toutes les bonnes pratiques, les erreurs qu'on retrouve assez régulièrement dans les différents tickets support, dans les différents threads de discussion qu'on a à Elastic, etc. ou qu'on rencontre souvent chez le client pendant nos missions de consulting, etc. On va vraiment essayer de vous donner une vue assez compréhensive de comment est-ce qu'on va pouvoir faire un upgrade de votre stack. Avant de commencer, on va juste introduire. Camillo, je vais te laisser t'introduire peut-être. Et bonjour, moi c'est Milo, je travaille au support d'Elastic depuis 3 ans, mais je travaille avec la stack depuis, ça va faire 8 ans, je pense, 8 ans, 9 ans. Et j'ai travaillé à Paris, là je suis en Californie, je suis à San José. Et donc oui, on va essayer, on avait fait une présentation, comme l'a dit, David, sur les nouveautés de la 7.8, mais aussi comment faire un upgrade. Mais on a eu des tweets, on m'a envoyé des messages pour nous dire que les blogs, qui en plus je vous envoie aussi, étaient très bien faits avec les nouveautés dans la stack, mais que par contre, comment faire un upgrade d'une manière propre n'était pas très clair. Donc, on a organisé les slides, vous allez voir, comme l'a dit Melvin, pour faire focus sur comment faire un upgrade bien. Comment le faire bien fait, qu'est-ce qu'on doit éviter, les pièges qu'il peut y avoir. Donc, voilà. Oui, et donc moi, c'est Melvin. J'ai rejoint Elastic depuis bientôt 3 ans, mais j'utilise la stack depuis, je sais pas, 7 années, quelque chose comme ça. Je suis actuellement donc, tech lead sur toute la partie observability dans tout le service à Elastic. Et donc, on va commencer par vous expliquer le concept d'upgrade. On va commencer par le concept d'upgrade. Quand on parle d'upgrade, il faut savoir que quand on va mettre un jour notre cluster Elasticsearch, il y a deux méthodologies, je dirais même peut-être trois méthodologies qui sont vraiment très distinctes. Donc la première, ça va être, je dirais, une méthode qu'on appelle le full cluster restart. Et donc en fait, on va dire que vous avez votre cluster, donc qui est un ensemble de nœuds qui travaillent ensemble et qui sont dans une version donnée. Donc, par exemple, je vais vous dire, vous avez une version qui est en version, par exemple, 5.0. Vous avez vos clusters qui sont en version, vos nœuds qui sont en version 5.0. Et le but, c'est par exemple de faire un upgrade vers par exemple, vers une version 6 ou vers une version 7, etc. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire dans ce stade-là, c'est on va, on va on éteindra donc tous nos nœuds. Donc chacun de nos nœuds on va les éteindre tous. Et puis on mettra à jour chacun des nœuds individuellement, alors que l'entièreté de notre cluster est éteinte. Ensuite, on va avoir une deuxième approche donc pour faire ces upgrades. Donc on va appeler le rolling upgrade. Donc qu'est-ce que c'est que le rolling upgrade? Eh bien en fait, c'est que on va avoir notre nœud, donc par exemple, qui est dans une version donnée, donc 5.0, 5.6 par exemple, et on va prendre par exemple 5.6, et si on veut faire une upgrade de notre cluster, et qu'on veut par exemple l'emmener en version 6, eh bien on prendra chacun de ces nœuds individuellement, d'accord, et on va les fermer un par un, d'accord, sachant que les autres nœuds seront allumés et donc ils fonctionneront correctement. Donc on prendra un nœud, un premier nœud, on va l'éteindre et le redémarrer, et une fois dans une nouvelle version. Et ensuite, on passera au nœud suivant, etc., jusqu'à ce qu'on ait fait tous les nœuds de notre cluster. Donc, il y a une différence fondamentale entre le full cluster restart et le running upgrade, qui est que dans un scénario, en fait, on va être dans un scénario où notre cluster donc dans le cas du full cluster restart,
devient inaccessible parce qu'on a éteint tous nos nœuds en même temps et qu'on va les mettre à jour tous en même temps. D'accord? Donc, dans ce scénario-là, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser ce cluster pendant que vous faites la mise à jour, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. D'accord? Parce que le cluster sera éteint et ne sera du coup pas responsive. L'avantage du rolling upgrade, eh bien, c'est que quand en fait, on éteint chacun des nœuds un par un et que les autres restent allumés, eh bien, notre cluster peut continuer à être actif. C'est-à-dire que éventuellement, si vous voulez fournir un service en continu à vos utilisateurs, donc si par exemple vous êtes dans le cas d'un site e-commerce et que vous ne voulez pas avoir un moment où votre cluster s'éteint et que vous voulez être en mesure de pouvoir toujours répondre aux questions de vos clients, eh bien en fait vous pouvez prendre cette approche qui est le rolling upgrade, c'est-à-dire éteindre un nœud un par un. Donc maintenant, pourquoi est-ce que vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout le temps des rolling upgrades, puisqu'ils ont l'air de présenter, un avantage qui est considérable, hein, donc qui est que le cluster est toujours allumé. Eh bien, en fait, c'est qu'en termes de contraintes techniques, il y a plus de contraintes techniques qui sont appliquées au rolling upgrade. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas passer d'une version à une autre sans règles autour de ça. Si vous voulez faire un rolling upgrade, il faudra respecter certaines règles. D'accord? Donc, si par exemple, vous êtes dans une version majeure donnée, d'accord? Par exemple, admettons que vous êtes dans une version 6 de votre cluster et que vous voulez monter votre cluster sur la dernière version de la 6, qui est la version 6.8. Eh bien, on pourra utiliser un rolling upgrade pour ce faire. Mais si vous êtes en version 6, d'accord, 6 par exemple, admettons que vous êtes en 6.0 et que vous voulez monter votre cluster en 7.8, eh bien, vous ne pourrez pas le faire en un seul rolling upgrade. Pourquoi? Eh bien, en fait, pour faire un rolling upgrade, il va falloir, entre deux majeures versions, il va falloir que vous montiez votre cluster dans un premier temps à la dernière version mineure de la version majeure sur laquelle vous êtes actuellement, et puis ensuite, vous faites un rolling upgrade pour de la dernière version mineure de votre version majeure actuelle vers la prochaine version majeure. C'est-à-dire que si vous êtes en version 6, il faudra déjà faire dans un premier temps un upgrade de 6.0 vers 6.8 en rolling upgrade. Et une fois que vous êtes en 6.8, eh bien, il faudra faire montrer un deuxième rolling upgrade de 6.8 vers 7.8. Et donc ça, c'est une des contraintes majeures que vous avez lorsque vous faites un upgrade avec la stack. Une autre approche, plutôt que de faire des upgrades, des full cluster restart ou des rolling upgrades, c'est de faire ce qu'on appelle une réindexation. Et ça, je pense que c'est un peu, j'aime bien l'appeler le choix du roi. Ça, c'est quand vous avez effectivement les moyens d'avoir deux environnements distincts. D'accord? Vous avez un premier environnement, donc votre environnement dans lequel vous avez par exemple vous avez votre cluster qui est utilisé par votre site e-commerce. Et ce que vous pouvez très bien faire, c'est vous pouvez prendre les données qui sont dans votre cluster qui est utilisé par votre e-commerce et les copier dans un nouveau cluster, donc qui est dans une nouvelle version à jour. Donc vous faites votre réindexation. Et comme ça, donc s'il y a un incident sur la réindexation qui se fait dans le prochain cluster, eh bien en fait vous avez toujours le moyen de faire un rollback, hein, donc de retourner en arrière et de recommencer votre travail. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait votre migration de vos données vers le prochain cluster dans une nouvelle version, eh bien, vous avez juste à changer votre application pour pointer vers votre nouveau cluster qui est, lui, à jour. Et donc, dans ce cas, vous n'avez pas de downtime et vous avez vraiment un très grand contrôle de ce qui se passe dans votre nouveau cluster. Mais bon, il y a des coûts à côté. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un premier déploiement sur lequel vous êtes en train d'utiliser, si vous voulez faire un deuxième déploiement, il faudra faire un déploiement qui soit à peu près ISO au premier. Donc, vous doublez les coûts pendant la période de la migration et du coup, vous avez deux clusters à maintenir, etc. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc je regarde en même temps ce qui se passe dans le chat. Très bien. Donc ça, c'est la différence entre les différents upgrades. Donc, il y a souvent des personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le rolling upgrade. Donc, je vais vous présenter rapidement ici comment est-ce qu'on va pouvoir faire notre rolling upgrade de manière correcte. Donc ici, c'est une petite vidéo qui va vous montrer comment est-ce qu'on va faire ce rolling upgrade. Donc ici, ce que je fais, vous voyez, j'ai mon cluster Elasticsearch, hein, donc qui a 5 nœuds, et j'ai 3 instances Kibana qui vont communiquer avec ces 5 nœuds. Et devant mes Kibana, j'ai un load balancer pour rediriger la requête vers mes différentes instances Kibana. Et ce que je vais faire, en fait, à ce stade-là,
Eh bien, si je veux faire mon rolling upgrade, c'est que je vais prendre mon premier nœud, d'accord? Donc, je vais prendre mon premier nœud tout en haut, et je vais l'éteindre, d'accord? Et ensuite, ce que je vais faire, une fois que je l'ai éteint, eh bien, je vais le mettre à jour, d'accord? Donc, quand je dis que je vais le mettre à jour, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je vais donc télécharger la nouvelle version d'Elasticsearch, la configurer correctement, donc faire en sorte que ma nouvelle version pointe vers les bonnes données qui sont sur mes différentes machines, etc. Faire en sorte que mes configurations de mon nouveau nœud soient identiques à celles de mon ancien nœud. Et puis une fois que tout ça c'est fait, je pourrais redémarrer mon cluster. Et une fois que mon cluster est redémarré, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au nœud suivant. D'accord? Et en aucun cas, en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que à chaque fois que je fais un update, j'ai toujours qu'un seul de mes nœuds qui est éteint. Et les autres sont allumés. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à cet instant donné, eh bien, en fait, j'ai mes nœuds qui ont une différente version. D'accord? Mon premier nœud, par exemple, ici, peut très bien être en version 6.8, d'accord? Tandis que le nœud que je suis en train d'éteindre, il est en version 6.0. D'accord? Donc là, j'ai différentes versions de mes nœuds. Et du coup, je vais éteindre chacun de mes nœuds au fur et à mesure. Et une fois que j'ai fait tous mes nœuds, eh bien, je vais pouvoir, donc là, on va refaire ça sur le deuxième nœud, et puis on refera sur le troisième, etc., jusqu'à temps qu'on ait fait tous les nœuds de notre cluster. Et une fois que tous les nœuds de notre cluster ont été faits, eh bien, on pourra mettre à jour notre prochain élément de notre stack, qui sera ici Kibana. D'accord? Donc là, j'ai mis mes quatre nœuds Elasticsearch sont maintenant en version 6.8. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est mettre à jour mes instances de Kibana. Donc, quand vous allez mettre à jour vos instances Kibana, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il vaut mieux, si vous faites un full cluster restart, mettez en même temps à jour vos instances Kibana avant de redémarrer vos clusters. Et si vous avez plusieurs nœuds Kibana, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord en éteindre un, le mettre à jour, d'accord? Et ensuite, on va on va le redémarrer. Et ensuite, notre load balancer va pointer vers cette instance Kibana. Et ensuite, on peut redémarrer les deux autres directement. Donc, là, je vous ai montré principalement comment on faisait un upgrade d'Elasticsearch. D'accord? Donc, pour résumer, dans un upgrade d'Elasticsearch, j'ai deux options principalement. J'ai le full cluster restart, donc, qui me permet je dirais, qui est un peu plus pratique en termes d'upgrade, puisque j'éteins tous mes nœuds, je n'ai pas du trafic en temps réel qui se passe en même temps. Donc, je suis dans un environnement assez stable que je maîtrise sans trop de bruit. Donc, je peux faire mon upgrade d'un coup, mais bon, mon cluster est down, donc il n'est pas réceptif. La deuxième approche, c'est d'utiliser un rolling upgrade, donc où je vais éteindre mes nœuds un par un. Ça me permet d'avoir une haute disponibilité de mes clusters, mais je vais avoir plus de contraintes techniques. Maintenant, comment est-ce qu'on fait nos upgrades avec toute la stack? D'accord? Donc, il faut savoir que la stack élastique, il y a différentes choses qui doivent être mises à jour. Donc, par exemple, on a des bits, on a des Logstash, on a des Kibana, on a des plugins, on a des serveurs APM, etc. Donc, en général, ça, c'est le chemin de recommandation qu'on vous recommande de suivre quand vous mettez votre stack à jour. Donc, on va commencer par mettre à jour la stack Elasticsearch. Excusez-moi, on mettra à jour les connecteurs Hadoop pour Elasticsearch en premier. Puis, on mettra à jour Elasticsearch. Puis, on mettra à jour Kibana. Et enfin, on commencera à mettre à jour les outils qui permettent d'envoyer des données vers Elasticsearch. Donc, on mettra à jour Logstash, Bits, les serveurs APM, et finalement, on mettra à jour tous nos plugins. D'accord? N'oubliez pas, quand vous faites une mise à jour, faites toujours une mise à jour de vos plugins aussi, sinon vous allez avoir des problèmes. Très bien. Donc, voici comment on fait la mise à jour de toute votre stack. Maintenant,
vous pouvez vous dire, et vous pouvez avoir un peu peur, hein, c'est un phénomène, je dirais, qui est assez normal quand on fait une mise à jour. Hein. C'est toujours très stressant de mettre à jour. On peut éventuellement perdre des données, on a toujours ces peurs de perdre des données, etc. Donc, n'oubliez pas, hein, la première étape avant de faire une mise à jour, c'est quand même de faire une sauvegarde de vos données. Hein. Donc, vous faites des snapshots avant de faire la mise à jour. Mais il faut savoir qu'on vous a aussi fourni des outils qui vous permettent d'avoir un peu plus de contrôle sur la manière dont vous allez mettre à jour votre stack. D'accord? Donc, on a créé ce qu'on appelle un assistant d'upgrade qui est directement embarqué dans Kibana et en fait qui va vérifier l'état de votre cluster et ensuite vous permettra il vous donnera des indications sur ce que vous devez faire avant de commencer à faire votre mise à jour. D'accord? Donc, par exemple, il va regarder toutes les choses qui sont dépréciées et que vous êtes en train d'utiliser. Donc, par exemple, si vous utilisez des data types qui sont dépréciés, on va vous dire attention, dans la prochaine version, vous aurez un problème avec ce data type en particulier. Donc, essayez de prévoir ce changement-là. On va aussi vous donner des outils pour réindexer vos données donc, qui ont été créées dans des versions précédentes. Il faut savoir que un index doit être réindexé toutes les deux versions majeures. Donc, par exemple, si vous avez créé un index en version 5, vous pourrez l'utiliser en version 6, mais vous ne pourrez plus l'utiliser en version 7. D'accord? Donc, il faudra éventuellement réindexer les données. Il vous donnera aussi des warnings sur sur tous les erreurs sur tous les problèmes que vous pouvez avoir au niveau de vos index, etc. Donc, il va vous donner un ensemble de warnings pour vous prévenir des bloqueurs que vous allez avoir au moment de votre upgrade. Et il faut savoir que donc, cet assistant d'upgrade, il est gratuit. Donc, si vous utilisez Kibana, il est fourni gratuitement. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hein. Donc là, ça c'est à peu près l'assistant d'upgrade qu'on a dans la version, dans la version 7. Donc, vous pouvez voir que je vais vous montrer directement. Donc, je vais vous créer une petite démo. Bougez pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? Normalement, je vais vous montrer mon instance dans le cloud. Donc, voilà ça. Est-ce que vous voyez tous mon instance dans le cloud? Si vous pouvez mettre un petit plus dans le chat. Oui, c'est bon. Yes. Ouais, c'est bon? Ok, parfait. Donc, ici, on peut voir, donc, vous voyez que j'ai mon instance Kibana. Et si vous allez dans le panel, donc ça c'est l'ancienne version, hein, c'est une version 6. Si vous allez dans le panel management, vous pouvez voir que, donc là je suis en version 6.8.10, vous pouvez voir que j'ai ce qu'on appelle l'assistant de break. Donc ça c'est l'assistant qui va me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de faire votre upgrade. Donc, il va checker plein de choses. Il va checker les settings de mon cluster. Il va checker les settings de mes index. Il va regarder mes logs d'Elasticsearch, hein, vérifier que je n'ai pas de warning dans mes logs qui me disent attention, il y a certaines choses que tu utilises qui ne seront pas supportées dans la version 7. Et ensuite, il va me dire, une fois que tout a été passé, je peux commencer à faire mon upgrade. Donc, vous avez aussi un drill down sur tous si vous voulez regarder au niveau les problèmes que vous avez au niveau du cluster ou au niveau de vos index. Vous pouvez directement aller à ce niveau-là pour voir tous les problèmes que vous pouvez éventuellement rencontrer. Donc là aussi, je vous donne une bonne recommandation hein, qui est très claire. Donc, c'est que vous devez faire un backup de vos données avant même de commencer votre upgrade. D'accord? Toujours faire un backup avant l'upgrade, c'est assez important. Donc maintenant que là, si par exemple je suis ce que me dit mon upgrade d'assistant, donc je suis prêt pour faire mon upgrade. Donc là, mon instance est dans le cloud, d'accord? Donc vous pouvez voir que j'ai mon instance qui est dans le cloud. Mon instance, elle est en bonne santé pour l'instant et elle est en version 6.8.8. Point. Et si je veux faire mon upgrade, vous allez voir que dans le cloud, c'est très simple. Vous avez juste à appuyer sur le bouton Upgrade, spécifier la version sur laquelle vous voulez aller. Donc là, je suis en 6.8 et moi, je veux faire un upgrade vers 7.8. Donc là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me fait attention. Hein, donc, premièrement, on va performer une version, on va performer donc une upgrade qui est assez importante, hein, puisqu'on va passer d'une majeure version vers une autre. Et donc, il nous recommande éventuellement de tester notre upgrade
sur un cluster qui soit cloné. Donc là, il faut savoir que c'est très simple de cloner votre cluster dans le cloud. Vous faites juste un clone de votre cluster et vous faites ça sur votre, vous faites un petit cluster, vous testez avant pour voir si tout se passe bien, et puis ensuite vous pouvez le faire sur votre cluster de production. Et une fois que vous avez fait, vos tests, vous pouvez décider de faire votre upgrade de votre cluster. Donc là, je vais confirmer mon upgrade et on va voir que l'upgrade va se faire automatiquement. Donc là, toutes les étapes que je vous ai montrées auparavant, et ben le cloud va toutes les faire une par une. Et une fois que toutes ces étapes auront été faites, et ben, mon cluster sera redémarré dans une nouvelle version. D'accord? Donc là, par exemple, il va s'assurer que j'ai bien mes snapshots, etc., qui sont conservés, etc. Donc, je vais laisser la parole à Camillo. Donc, comme je vous ai dit au début, moi, je travaille au support. Donc, du coup, on voit très souvent des problèmes. Et même si on travaille et s'il y a des gens ici qui ont travaillé avec la version 2.0 ou des versions plus vieilles, et que le code est très compliqué, on a beaucoup travaillé et dans la version 6, dans la version 7, on travaille pour que ça soit très simple et que ça soit très sécurisé. Mais bon, il y a toujours, comme on voit dans l'image, il y a toujours des best practices. C'est même si c'est très simple, il faut quand même faire un peu de votre côté pour que l'upgrade se passe bien. Donc, comme Melvin l'a dit, c'est les snapshots. Mais on va s'arrêter jamais de les dire encore une fois parce qu'on voit beaucoup de nos clients même, tu sais, quand je suis au support, qui arrivent et disent ah j'ai un problème. Et la première question qu'on leur fait, est-ce que vous avez des snapshots? Et la réponse, dans la plupart des cas, c'est non. Les snapshots, c'est très simple. Les REST API, ça marche très bien. Ça se met très, très rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Comme l'a répété 2 fois Melvin, je vais le répéter 2 fois. Les snapshots, c'est clé, c'est super important. Pas uniquement pour les upgrades, mais pour tout. Vous êtes sûr que si jamais il y a un problème, vous allez pouvoir tout mettre très rapidement. Vous n'allez pas devoir passer du temps à faire l'ingestion, avoir la pression. Il y a un problème, vous récupérez les snapshots, faites un restore, boum, c'est fait. Vous avez aussi, en plus, vous avez plein de trucs. Vous avez Stripe en Amazon, vous pouvez le faire dans Google Cloud, dans Azure, vous pouvez le faire dans plein de trucs. Donc, les snapshots, c'est super important. Après, il y a des choses qui sont importantes quand vous allez passer dans la version 7 et qu'on a vu des problèmes. Le problème, c'est ça fait limite rire, mais ça ne devrait pas. Et c'est genre, on a changé certains settings et comme vous pouvez voir, on a des old name et new name. C'est que Discovery, juste pour le faire rapide, parce que je parle beaucoup. Et donc, juste pour le faire rapidement, on a passé sur une nouvelle version de Discovery. Donc, du coup, comment votre Elasticsearch va reconnaître les autres nodes qu'il y a dans les networks. Et donc, on a passé sur une nouvelle version, on l'appelle SEN2. Donc, on a changé certains settings. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'ancien et le nouveau, host provider, no master block. Et quelque chose de super important, c'est que le minimum master node, que c'était toujours quelque chose comme mettez bien, et on devait mettre les mêmes nombres qui étaient les nombres de master eligible divisé par 2 plus 1. Donc, c'était un truc un peu compliqué. Dans la version 7, ça n'existe plus. Et il faut croire que certaines personnes ne l'ont pas vu et parfois ils upgrade et ils n'ont pas fait ces changements-là dans la configuration. Et donc, forcément, ça ne va pas très bien marcher. Vous avez un blog qui s'appelle A New Era for a Closer Coordination in Elasticsearch qui explique plus en détail. Mais sinon, vous avez aussi la documentation qui vous explique en détail Discovery, les settings. Et comme vous voyez ici, il faut juste changer le nom. Et pour le minimum master node, vous n'en avez plus besoin. Maintenant, c'est Elasticsearch qui s'en occupe de mettre les bons chiffres. Donc, quand j'ai mis cette slide, je sais que beaucoup de gens, ils vont regarder avant. Mais il y en a aussi pas mal qui ne l'ont pas fait, qui sont montés de version sans se rendre compte que ces settings-là, ils sont changés entre la version 2, 5, 6 et la version 7. Après, il y a la réalité du production cluster. Imaginez, vous avez 3 master nodes, des data dédiés, des hot nodes, des war nodes. Vous avez vos snapshots en Amazon S3. Et quand vous allez tester, vous allez faire vos tests dans votre PC. Donc, il y a plusieurs problèmes et ça, on les voit aussi souvent. Et c'est que quand vous êtes dans mon PC, et ça aussi, partie de ces parties-là, c'est que quand vous êtes dans le PC, vous avez juste un node Elasticsearch. Donc, forcément, vous n'allez pas rentrer en compte tous ces settings des connexions, des networks.
des minimum master nodes, parce que vous avez un seul node. Donc, depuis dans un seul node, les nodes, il est master, data, coordinating, et il fait tout. Donc, il faut toujours essayer, et maintenant qu'on a le cloud, c'est très simple, de popper 5 nodes et les tester rapidement. Et après, quand vous avez fini, vous éteignez les machines et c'est fini. Donc, il faut vraiment se mettre dans des conditions. Et par exemple, dans le cloud, on le fait très bien quand vous faites un clone, se mettre dans des conditions réelles pour faire l'upgrade. Les faire dans votre machine, c'est pas assez. Ou les faire avec un node en sachant que vous en avez 30 nodes en production, c'est pas assez. Ça va pas avoir les mêmes impacts et parfois, comme on le fait dans la machine, on donne 2 nodes. C'est pas assez comme vous avez un grand cluster derrière. Il y a aussi quelque chose qui est important dans la version 7, on l'a vu, et Melvin il a expliqué comment les rolling upgrades fonctionnent. Et parfois, on s'est rendu compte à Discuss et dans le support, on l'a vu aussi, c'est que parfois les gens, ça les arrive de stopper, par exemple, si vous avez 3 master nodes, et stopper 2 master nodes en même temps pour faire l'upgrade. Le seul problème, c'est que si vous stoppez 2 master nodes, et malheureusement, parce que ça arrive, les 3e nodes, ce n'est pas les masters. Et donc, votre cluster va plus avoir des master nodes. Et donc, du coup, comme il est tout seul, comme vous avez un seul master node, imaginez, on éteint celui-là et celui-là, vous allez avoir un seul master node. Imaginez, à l'époque, ce n'était pas celui le master. Donc, vous allez dire, oui, mais un nouveau master va être élu. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez des master nodes dans le cluster. Il va y avoir un seul pour prendre une décision. Donc, il ne peut pas dire, OK, je deviens le master node. Et donc, ça va créer un log que vous allez voir sur Master Node Discovery. Vous n'allez pas le voir souvent parce que vous avez fait cette meetup. Donc, du coup, c'est un problème qui ne va pas vous arriver. Mais donc, du coup, faites toujours attention. Ici, je dis ne jamais éteindre 2 master nodes sur 3. Si vous suivez bien Melvin, ce qu'il a dit, vous n'allez jamais faire ça. Mais bon, au cas où, il ne faut jamais éteindre plus de master nodes. Sinon, vous savez, création d'index, effacer un index, toutes ces choses-là, ils vont rentrer un peu en péril. Et donc, vous allez avoir cette erreur. Vous allez avoir cette erreur, mais vous n'allez pas l'avoir parce que vous allez bien suivre. Et en plus, je me dis, parce que les masters, c'est super important. Dans les cours, il faut le faire avec tuteur. On attend un par un et pas tous en même temps. Closed indices. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des closed indices et ils les oublient quand ils font un upgrade. Donc, du coup, ils vont dans la version, par exemple, on a mis un index en close dans la version 2, dans la version 5. On place à la 6 et on va passer à la 7. Et on n'a pas fait attention aux closed indices. Les closed indices, ils doivent être, si par exemple, vous l'avez créé dans la version 2, vous devez les ouvrir, vous devez les réindexer pour être sûr qu'ils vont être compatibles avec la version 6. Et si c'est écrit en version 5, ils ne vont pas être compatibles avec la version 7. Donc, du coup, si c'est en version 5, vous l'avez créé en version 5, vous devez les réouvrir dans la version 6, faire un re-index pour qu'ils soient compatibles avec la version 7. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Donc, du coup, moi, j'ai fait le top 10 des choses qu'on a vues au support et en discuss. Donc, du coup, faites attention parce que parfois, vous les oubliez. Et en fait, quand on fait un upgrade, il faut aussi faire attention avec eux. Ça, c'est quand on fait un rolling upgrade, on a déjà vu qu'on va atteindre un Elasticsearch node. Et donc, il y a aussi une page qu'on va vous envoyer qui vous explique comment le faire. Parce que si vous éteignez juste direct un Elasticsearch node, le seul problème qu'il va y avoir, c'est que les shards vont commencer à bouger dans tous les sens. Il va commencer à avoir un peu des choses un peu par des actions. Donc, du coup, il y a une doc parce qu'on va dire à Elasticsearch, écoute, je vais faire un rolling upgrade. Donc, du coup, ne commence pas à bouger les shards, les réplicas dans tous les sens. C'est possible que maintenant, je vais éteindre certains serveurs. Donc, je ne vais pas vous demander de faire ça un vendredi parce que c'est pas cool. Et, sauf si vous allez travailler le week-end. Mais c'est ce que je vais faire avec cette slide, c'est que vous devez être certain que, par exemple, j'ai eu des rolling upgrades qui se font un lundi et c'est le moment quand les clusters, il a le plus des gens connectés et des search requests et indexation. Forcément, si on va devoir faire éteindre un node d'Elasticsearch, ça veut dire que la charge va se distribuer sur les autres. Et si déjà, dans un temps normal, votre cluster, lundi à 9h du matin,
il est chargé et vous décidez de faire votre migration lundi à 9 h du matin, le serveur il va être encore plus chargé parce que vous allez voir éteindre un node d'Elasticsearch. Donc, du coup, pensez toujours à faire un rolling upgrade quand les loads dans le cluster il est plus petit. Je dis pas les faire, mais par exemple, quand on a, et j'ai un client ici en Californie qui a vraiment une charge constante et tous les jours de la semaine, et dans le week-end, c'est très calme. Mais quand on a fait le rolling upgrade, on l'a fait dans le week-end. C'est pas uniquement, c'est juste qu'on va devoir éteindre des serveurs physiques et les rallumer. Donc, du coup, forcément, on va avoir plus de charges dans les autres nodes et ça nous aide aussi, c'est beaucoup mieux. Ah, non, la démo, c'est Melvin qui l'a déjà fait. Tips and tricks, des choses qui peuvent y arriver quand vous faites surtout un changement d'une version majeure, c'est le cache. Parfois, on le dit aux clients, ouais, il faut vider son cache, mais c'est vrai, parfois, quand vous passez d'une version majeure de la 5 à la 6, on l'a vu beaucoup, que parfois, c'est le proxy server qui va garder un cache ou le browser cache. Et donc, vous allez voir dans votre client, quand vous essayez de démarrer Kibana, qu'il va commencer à mettre des erreurs. Oh, j'arrive pas à trouver les liens sur ce fichier, j'arrive pas à trouver ces liens. Donc, pensez toujours, si vous avez un proxy serveur, à cleaner le cache quand vous faites une version majeure, ou si vous voyez un problème en Kibana quand vous essayez de les redémarrer, pensez au proxy server cache, browser cache aussi. Mais bon, le proxy server, c'est avec lesquels on avait plus de problèmes. Ça, c'est important, c'est que vous voyez ici, par exemple, c'est Metric Bits. Donc, du coup, c'est le dashboard pour système. Donc, il y a pas mal de gens qui ont changé les templates qui est défini par Bits, les templates qui est envoyé par défaut. Il y a pas mal de gens qui le changent et qui rajoutent ses propres champs et qui rajoutent ses propres informations. Ça, c'est très bien. Et ça c'est très bien, ça, je peux le comprendre que vous le faites. Mais juste, le seul problème, c'est que quand vous allez changer de version, rappelez-vous que notre template, il va évoluer aussi. Et surtout, quand vous passez dans une version majeure de la 6 à la 7, notre template pour les bits, ils vont changer. Et donc, les changements que vous avez fait quand vous avez fait un fork, vous devez les mettre aussi dans la version 7 et vous devez prendre forcément le template de la version 7. Vous ne pouvez pas garder les templates que vous avez forkés dans la version 6 pour l'utiliser dans la version 7. Donc ça, c'est uniquement si vous avez fait des modifications dans le template que nous, on envoie pour Bits. Si vous avez fait aucune modification, oubliez ce que je viens de dire. Les rolling upgrades, ce n'est pas un cours, c'est ce que je dis, c'est pareil. Si vous les faites lundi à 9 h du matin, le seul problème, c'est qu'on va devoir aller très vite. Et quand on y va très vite, on peut oublier des choses et les problèmes peuvent y arriver. Donc, ce n'est pas celui qui arrive et qui fait les trucs les plus vite, c'est celui qui les fait bien. Donc, du coup, c'est pour ça, et encore une fois, mais je vais la répéter, c'est on fait un node, une fois les clusters, il est green, on fait l'autre node. Une fois c'est green, on passe à l'autre node. Après, ça arrive. On peut être dans ces situations où on est comme un petit chien dans le feu, si on les connaît bien, où on dit non, tout va bien. C'est votre chef qui est derrière et qui dit ah, les clients, ils n'arrivent pas à chercher. Qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, ouais, parfois ça arrive. Parfois, parfois votre cluster, il va être mal. Ça arrive pas très souvent et ça, je tiens à le dire. Et c'est pour ça que même ces deux commandes sont inconnues. Donc, du coup, je suis content qu'ils soient inconnus. Mais bon, ceci, si jamais vous devez le connaître, en tout cas, si jamais vous avez des problèmes, imaginez vous avez un gros problème dans votre cluster, quelque chose qui n'arrive plus trop souvent, que c'est, par exemple, vous avez des datas qui sont corrompues. Et donc, ça peut arriver, et on les voit assez souvent, c'est quand vous n'utilisez pas les snapshots d'Elasticsearch, mais vous utilisez les snapshots de la machine. Et donc, il y a eu un problème, donc du coup, je prends juste les snapshots du serveur et je vais les remettre et je vais les restarter. Et bien là, à ce moment-là, on peut avoir des corrupted data. Et ça va être les translogs qui vont être corrompus parce que les snapshots de la machine ne sont pas des snapshots d'Elasticsearch. Donc, toujours utiliser les snapshots d'Elasticsearch parce que les snapshots de la machine, ils peuvent produire corruption dans les datas. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est que vous avez un petit tool qui s'appelle Bin Elasticsearch Shard Remove Corrupted Data. Donc, on va devoir plus effacer l'index comme on faisait dans la version 2 ou dans la version 5 et qu'on était obligé de vider un shard. Là, maintenant, Elasticsearch, il a un tool qui va venir, il va enlever uniquement les informations qui sont corrompues. Quand vous faites
quand vous récupérez, c'est des snapshots de la VM, que c'est le transloc qui est corrompu. Et donc, du coup, il va enlever uniquement le transloc, il va laisser toutes votre information dans le shard. Et, ça va. Et donc, vous allez perdre très peu de data. Ou en tout cas, vous allez perdre uniquement les datas qui sont corrompues. Donc, ça, c'est très bien. C'est un outil. Alors, on l'utilise pas très souvent en support. Donc, du coup, ça arrive vraiment pas très souvent. C'est vraiment parce que vous avez… En tout cas, moi, je l'ai vu que quand vous faites un snapshot, mais si jamais vous avez des datas corrompues dans un shard, vous savez qu'on peut utiliser cet outil qui est génial. Et il y a aussi un autre qui c'est Elasticsearch Node Tool. Et donc, on a plusieurs options. Par exemple, quand vous imaginez, et ça arrive dans Kubernetes, vous perdez tout au master. Il s'est passé un truc. Il y a toujours des histoires drôles. Comment on a pu perdre tous les master nodes dans un cluster Kubernetes. Il y a toujours des blagues autour. Et donc, imaginez, vous perdez tous vos master nodes et comme Kubernetes, on ne peut pas les redémarrer. Et ça va pas être. En tout cas, on essaie de créer de nouveaux masters, mais c'est pas ça pas les mêmes data qu'il y avait les anciens. Et donc, ça va être des nouveaux master nodes, ils ne vont pas se reconnaître, il va y avoir un nouveau cluster ID. Donc, du coup, l'Elasticsearch Node, c'est une outil super puissante qui va vous permettre de dire, OK, tu as un cluster ID, tu vas enlever cette cluster ID et tu vas rejoindre les clusters que je vais te dire. Donc, c'est des outils qui sont utilisés uniquement quand vous avez des graves problèmes. Par exemple, si vous avez une espèce de split brain que vous avez deux clusters, mais qu'en réalité, c'est un seul, cet outil va vous permettre de merger à nouveau ces nodes pour qu'ils travaillent tous ensemble comme dans un cluster. Ça, c'est super important. Il y a aussi Override Version. Il va vous permettre de redémarrer une version même s'il y a certains index qui ne sont pas compatibles. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, du coup, imaginez, vous avez oublié un close index qui est dans la version 2 et vous êtes dans la version 7. Pour cluster, il va poser de problème. Vous pouvez le dire à Elasticsearch, démarre les clusters, même si vous avez cet index qui est dans une version inférieure. On ne va pas pouvoir la lire forcément parce que l'UCN n'est plus compatible, mais vous allez pouvoir. Il y a plein d'options, il y a 7 options en tout. Dans la documentation, elles sont très bien détaillées. Mais bon, je veux juste que vous êtes au courant au cas où vous avez des problèmes. Mais bon, ça reste des commandes inconnues parce que ça arrive très rarement des problèmes là-dessus. Donc, c'est toujours important de le savoir. Bon, ça, je vais vous envoyer les liens parce qu'on a travaillé énormément sur Lens. Lens, c'est dans la version 7.8, c'est juste génial. On a des graphes qui sont géniaux. Chose qu'on n'a pas. Ouais. Donc, du coup, on a le dashboard to dashboard drill down. J'ai pris ça sur les blogs. Donc, du coup, c'est génial parce qu'on va pouvoir faire un drill down dans une des graphes et en fait, ça va nous envoyer sur un dashboard complètement différent, sur un dashboard filter. Et donc, vraiment, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est la partie Kibana. Donc, que ce soit plus simple, que les graphes soient plus accessibles et que ce soit plus joli et que ce soit plus représentatif. On a beaucoup travaillé sur les géos aussi. Mais je vais vous dire, du côté support, forcément, ce qui nous a plus aidé dans ces nouvelles versions. Et donc, on avait des clients qui arrivaient à la limite du hardware. Donc, du coup, ils avaient 10 nodes, mais ils ont des millions de connexions, des millions de recherches, des millions d'ingestions en même temps. Et donc, parfois, on arrive à la limite de la machine, à la limite de la Elasticsearch. On avait les frozen indices qui ont été faits dans des versions précédentes, mais parfois, on ne peut pas juste passer des index en frozen. J'ai un client qui cherche sur la totalité des index. Donc, du coup, on a essayé de merger des segments. On a essayé, les frozen indices, ce n'était pas possible parce qu'ils ont des recherches très, très actives dans tous les index. Donc, du coup, c'était vraiment compliqué. On a essayé de tout faire parce qu'il arrivait à la limite de ses serveurs. On le voyait bien que quand on faisait un heap dump, il était à la limite de la machine. Et donc, la version 7.7, après, il y a la version 7.8 qui était release. Et là, on n'a pas besoin d'ajouter parce qu'on s'est dit, OK, on va faire l'upgrade et si ça ne marche pas, si on continue toujours à avoir des problèmes de heap, parce qu'il y a juste trop d'informations, on va devoir ajouter plus de nodes. On va devoir escaler horizontalement, on va devoir ajouter plus de data nodes. Mais bon, les clients n'étaient pas très contents. Je ne vais pas rajouter plus de nodes. Et on a passé sur la version 7.8 et c'était le jour et la nuit. La différence était totale. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été améliorées. Vous avez la synchronous search. Donc, du coup, maintenant, quand vous faites en Kibana, on ne va pas récupérer toutes les informations d'un seul coup. On va les récupérer au fil de l'eau. Donc, ça, c'est super important.
Après, dans la version 7.8, on a réduit la consommation des mémoires quand vous faites des agrégations. Donc, quand vous avez des dashboards qui sont super compliqués, la, la, la personne avec laquelle je travaille, il adore Kibana, il a des dashboards qui sont… Et en plus, il y en a 10 dashboards et chacun a affiché dans des écrans gigantesques. Donc, ils ont des agrégations qui se refresh tous les 5 secondes. Et donc, ça consommait pas mal de mémoire. Donc, dans la version 7.8, il y a moins de consommation de mémoire. Dans la 7.7, on a amélioré la consommation des heaps. Il y a pas mal de choses qui sont passées côté Lucene. Maintenant, c'est beaucoup plus performant quand vous faites des queries dans des time series. Et donc, c'est génial. Je vous dis, si vous faites des graphes sur time series ou des données qui sont dans le temps, c'est beaucoup plus vite et ça consomme beaucoup moins de mémoire. Donc, je vous donne les use cases du support. Ça, c'était les choses les plus flagrants. Genre, on a passé sur la version 7.8, on était dans la version 7.0, 7.1. Et ça, c'est en tout cas un des plus grands clusters que j'ai vu qui a des changements impressionnants. Mais j'en ai aussi pas mal qui ont des améliorations, surtout sur Kibana. C'est beaucoup plus rapide. La Synchronous Search donne ses ressentiments dès que ça va beaucoup plus vite, vu qu'on récupère petit à petit. Et donc voilà. Ça, c'était en tout cas les plus importants. Et voilà, maintenant, si vous avez des questions, des doutes,